Donc, au début, je remercie les organisateurs de ces 34e entretiens médico-chirurgicaux de Monastir. Je remercie en particulier mes amis, Dr Sharfeddin, le doyen de la faculté, et Dr Sahnoun, le président de l'amicale, qui m'ont invité pour parler de la médecine de famille et la formation post-universitaire, le point de vue des sociétés savantes. Donc, je suis Dr Karay Mondor, je fais partie de la 6e promotion de Monastir. Je suis le président fondateur de la Société tunisienne de médecine générale, médecine de famille. Merci. Je vais commencer ma présentation par les déclarations du Congrès mondial 2018 à Ostana en octobre 2018. Lors de ce congrès, on a bien parlé de l'importance d'une médecine de première ligne forte. On a bien parlé de l'importance des soins primaires. Plusieurs études ont été présentées. Parmi ces études, une étude qui a dit que ceux qui consultent les médecins de première ligne économisent 30% sur le coût de soins par rapport à ceux qui consultent directement des spécialistes. Une deuxième étude a montré que les patients qui ont des médecins de famille ont 19% moins de risque de mortalité prématurée que ceux qui consultent uniquement des spécialistes. Une mortalité prématurée, c'est-à-dire qui survient à un âge moyen, moins que l'espérance de vie. Une autre étude a montré que l'accès aux soins primaires permet de garder des patients en dehors des urgences où le soin coûte au moins 4 fois plus que les autres soins ambulatoires. Une autre étude en Caroline du Nord a montré que 60% des problèmes de patients auraient pu être résolus dans un centre de soins primaires, soit une économie de 3 à 7 fois moins. Une autre étude parle que le fait de diagnostiquer et traiter les problèmes de santé précocement est beaucoup moins coûteux que le traitement d'une maladie grave ou avancée qui amène le patient souvent chez les spécialistes. Et je clôture par l'étude qui est faite aux États-Unis. Les États-Unis parlent toujours $. Ils disent que chaque augmentation d'$, des dépenses en soins primaires entraîne une économie de $13. Il est de même pour l'OMS qui parle toujours que le MG, le médecin généraliste, peut résoudre 80% des problèmes de santé et qui dit que le médecin généraliste constitue le maillon central et fort dans le système de santé. En effet, 6 compétences sont uniques pour le médecin de première ligne. Le médecin de première ligne a une approche globale. Les soins sont centrés sur la personne. Il est un bon gestionnaire de soins de santé primaire. Il a une aptitude spécifique à la résolution des problèmes. Son orientation est aussi aux communautés et il adopte un modèle biopsychosocial spécial. Donc, pour résumer, pour une meilleure médecine de première ligne, il faut faire des choix politiques audacieux pour la santé et instaurer les réformes nécessaires. Il faut une médecine de première ligne sous une seule nomination, avec les mêmes privilèges pour l'ancien et le nouveau régime, au secteur public qu'au secteur privé. Il faut impliquer les médecins de première ligne dans la conception, la planification et la gestion de leur système de santé. Surtout ça, malheureusement, elle n'est pas toujours présente. Il faut renforcer les capacités et les infrastructures pour mettre au point des soins primaires de qualité
continu, complet, coordonné, axé sur la communauté et centré sur l'être humain. Il faut aussi diriger des ressources financières plus durables vers les soins primaires. Il faut améliorer la gouvernance et la participative de la santé avec une bonne gestion des ressources financières et humaines. Il faut éviter les conflits d'intérêts politiques et financiers. Il faut assurer des effectifs adéquats en soins primaires, y compris les infirmiers de soins de santé primaires, les médecins de première ligne, les sages-femmes, les professionnels paramédicaux et les agents de santé qui, travaillant en équipe, ayant une compétence pour répondre aux besoins de santé moderne. Il faut aussi garantir la disponibilité des médicaments et la disponibilité des technologies appropriées. Donc, en fait, on a 4 besoins pour assurer ça. Ces 4 besoins, nous avons besoin d'une volonté politique. Il faut des lois, des décrets d'application adéquats basés sur l'intérêt de santé et sur la valorisation de l'être humain. Il faut être à jour sur le domaine technologique par des outils de gestion, de diagnostic, de communication qui peuvent améliorer la qualité de soins primaires et permettre une comptabilité transparente. Troisième chose, sur le plan personnel, il faut faire participer la population dans la prévention et la gestion des maladies, surtout chroniques, par l'éducation sanitaire des malades, des réformes de programmes scolaires. J'ai pris des exemples, prévention de l'obésité, du tabac et de la gestion du stress. Et 4e besoin, c'est les connaissances par la valorisation de la formation médicale. Pour assurer ce 4e besoin, donc 35 médecins parmi 21 gouvernorats, nous sommes rassemblés en 2016 pour constituer notre société tunisienne de médecine générale, médecine de famille. On a déposé nos papiers en 2017, on a eu notre autorisation en juillet 2017. Les objectifs et les engagements de l'association, c'est une structure scientifique qui a pour but le développement et la promotion de la médecine générale, médecine de famille. 4 buts. Donc, le premier but, c'est la formation homogène, surtout dans tout le territoire tunisien. Le deuxième but, c'est être actif dans l'élaboration des recommandations nationales qui intéressent la médecine de première ligne. Troisième objectif, c'est de développer la communication entre les médecins du secteur public et privé. Et 4e objectif, c'est de tisser des liens de partenariat avec les sociétés savantes et les instances nationales et internationales. Donc, comme ligne stratégique, on a assuré des formations de management et de pédagogie pour les cadres qui ont constitué la société. On a assuré des congrès annuels. On a fait notre 4e congrès et lors de ces congrès, on insiste toujours à assurer la médecine de fond, la médecine stratégique, des panels débats et des sessions de réflexion qui intéressent le système de santé. Aussi, on a assuré des sessions pratiques dans les régions sous forme de DPC et sous forme de masterclass. Et on va prévoir des partenariats à l'échelle nationale et internationale. Donc l'engagement de l'association, c'est afin d'atteindre les objectifs, l'association nationale s'engage à apporter une formation post-universitaire, à rapprocher le développement professionnel continu aux différentes régions,
à développer la communication entre les médecins du secteur public et privé, tisser des liens de partenariat avec les sociétés savantes. Pour le développement professionnel continu, on a démarré une convention entre la Société tunisienne de médecine générale, médecine de famille et la faculté de médecine de Monastir pour assurer des formations certifiantes. Voilà le projet des masterclass. Ce sont des masterclass par spécialité. Les responsables, il y aura des membres du conseil scientifique et des membres de la STMGF, des membres du conseil scientifique de la FMM, de la faculté de médecine de Monastir et des membres de la STMGF. Nombre et durée des séances, il y aura 6 séances de 2 heures par masterclass. Le principe pédagogique, c'est de passer du symptôme aux démarches diagnostiques à la prise en charge. Le nombre des participations, ça sera une trentaine, et le public cible, ça sera médecins de famille, médecins généralistes, de l'UP pratique, de la santé publique et des résidents de médecine de famille. Et la formation sera sous l'égide de la faculté de médecine de famille et de la STMGF. Le déroulement des séances, ça sera une validation de présence par un système électronique, des attestations de présence pour chaque séance et des certificats de validation des masterclass. Donc, je vous remercie.